Connaissance, recherche, sciences, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bon, allez, on va y aller doucement. Je suis content de vous revoir. Cette année, une fois encore, ça doit être à la 4e année de suite, je pense, je vais aborder mon sujet favori et vous parler de ce qu'on a et de ce que j'ai compris ces derniers temps sur les jeux à champ moyen. Tiens donc. Et fondamentalement, quels sont les points que je vais aborder cette année? Alors, les points que je vais aborder cette année tournent beaucoup autour de conditions de structure et de questions d'unicité. Et je vais commencer tout de suite aujourd'hui par l'unicité et je vais vraiment préciser en dimension finie. Ça, ce sera vraiment le premier point qui va m'occuper aujourd'hui, peut-être un petit peu la semaine prochaine. Le deuxième point que je vais aborder, ce sera de vraiment reposer ces modèles de jeu à champ moyen, de les reposer dans leur bon contexte, qui est un contexte de dimension infinie. Donc là, à nouveau, je vais vous reparler de les modèles, mais comme il faut les regarder quand on le doit absolument, en dimension infinie, et de comprendre comment on peut projeter dans certains cas en dimension finie, ça je l'avais un peu raconté, et surtout comment ces modèles contiennent, dans certains exemples, contiennent les problèmes à n joueurs, ce qui d'une certaine manière d'ailleurs résout complètement, une bonne partie des problématiques que l'on peut se poser sur n tend vers l'infini. Donc là, il y aura un parallèle que l'on pourra faire entre les problèmes à n corps et les équations de type Newton et les équations de Vlasov. On sait que les équations de Newton sont contenues dans les équations de Vlasov. En fait, il y a un phénomène beaucoup plus général dans les jeux à champ moyen. Mais une fois qu'on aura vu une structure en dimension infinie, je voudrais ensuite aborder le point qui est la structure de ces modèles, car on verra que de la même façon qu'on a des systèmes hyperboliques qui découlent d'équations d'Hamilton-Jacobi en dimension infinie, on verra que le modèle en dimension infinie, c'est en fait le système satisfait. C'est un système qui ressemble à des systèmes ou un modèle que l'on pourrait obtenir en différenciant par rapport à M, sur l'espace de Proba, une équation de Hamilton-Jacobi-Bellman. Donc cette structure du modèle, qui est une structure de dérivée, va en fait complètement décoincer les questions d'unicité et de problèmes bien posés en dimension infinie. Et on comprendra tout à la fin du cours pourquoi la technique d'unicité basée sur une multiplication bizarre, c'est ce dont je vais parler ce matin, pourquoi on fait ça? Parce qu'après tout, c'est pas clair du tout de démontrer l'unicité sur ces modèles de champ moyen de la manière dont je l'ai déjà fait les années précédentes et dont je vais le reprendre en le nettoyant ce matin. Donc, bon, il y a du matériau. Comme vous voyez, les points 3 et 4 sont en dimension infinie. Et donc, pour comprendre 3 et 4, je ferai une longue présentation de ce qui se passe pour des équations de Hamilton-Jacobi en dimension finie. On comprendra l'équation de Hamilton-Jacobi en dimension finie.
Et de façon générale, si je dois un tout petit peu expliquer ce qu'il va y avoir, l'unicité, on va le voir dès ce matin, les modèles en dimension infinie, si la dimension infinie, ça gêne un peu. Je voudrais juste faire ici une petite observation. La remarque, c'est qu'effectivement, si on écrit une équation de style Hamilton-Jacobi du premier ordre, donc là-dedans égale 0, type équation aconale de l'optique géométrique. Enfin, là-dedans, phi est une fonction qui est donc définie pour un x dont Rd, par exemple, et un t qui est positif ou nul, par exemple, et qui est un réel, c'est une fonction scalaire. Eh bien, donc le gradient, c'est le gradient spatial, hein, c'est les dérivés par rapport à x. Donc ça, c'est une équation du premier ordre, tout à fait classique, dite de Hamilton-Jacobi, qui contient comme cas particulier, effectivement, les équations de l'optique géométrique, dans auquel cas, le h, c'est soit le module de gradient phi au carré, soit le module de gradient phi. Alors, cette équation-là, on sait bien que l'on peut regarder un objet qui est le gradient de phi et écrire une équation qui est donc du sur dt plus d sur dxi de h de u. Donc u est un vecteur. Ça, c'est un système hyperbolique de type loi de conservation, mais très particulier, parce qu'il préserve le rotationnel, parce qu'il a 36 propriétés. Et donc, si je mets un i pour être cohérent, il faut que je fasse ça. Mais donc ça, c'est ce que les gens ont plus souvent, y compris moi il y a très très longtemps dans mon premier bouquin, c'était plutôt ce système-là qu'on regardait. Et en fait, il y a un autre système qui est dans le cas d'un gradient complètement équivalent, parce que si vous développez, si vous l'écrivez de manière non conservative, vous avez une dui sur dt, vous allez avoir dh sur dp alpha de u, et ensuite, vous allez avoir du alpha sur dxi. Mais si u est un gradient, du alpha sur dxi, c'est aussi dui sur dx alpha. Donc, on peut aussi écrire un système comme ceci. Et là, vous avez des équations qui sont toutes les mêmes, si vous voulez. Hein. C'est tout le même opérateur qui agit sur chacune des composantes UI. C'est maintenant un système hyperbolique du premier ordre, mais non conservatif. Et en fait, c'est celui-là qui va se trouver être l'équivalent des modèles de type MFG en dimension infinie. Ça sera la version dimension infinie de ce bazar-là qui correspondra à ces systèmes-là. Et les propriétés mathématiques de ces deux systèmes, même s'ils ont une intersection commune, à savoir le gradient d'une solution d'équation d'Hamilton-Jacobi, les propriétés mathématiques sont complètement différentes. Ça, on le comprendra aisément, et on aura donc des régimes complètement différents de solutions pour ces deux types d'équations. Et ça permettra d'éclairer les points 2, 3 et 4, et je passerai pas mal de temps à vous expliquer comment ça marche, parce qu'une fois qu'on aura compris comment ça marche en dimension finie, on aura une petite chance de comprendre comment ça marche en dimension infinie. Donc, le programme est chargé. Il y a pas mal de choses qui vont nécessiter qu'on aille très doucement, car dès qu'on manipule des équations, des modèles en dimension infinie, le coût de compréhension est assez élevé. Parce que déjà, comprendre des équations en dimension finie, ça occupe déjà pas mal de mathématiciens depuis pas mal de temps. Mais alors, on n'est pas vraiment câblé pour comprendre des équations en dimension infinie. Hein. Il y a une question d'entraînement qui n'est pas encore tout à fait au point. Alors, ça fait en fait très très longtemps, à cause des solutions de viscosité et tout, que j'avais toujours, avec Mike Randall, on avait fait une série de 9 ou 10 articles, enfin 9 je crois exactement, sur la dimension infinie et les équations d'Hamilton-Jacobi. J'avais fait des choses sur le deuxième ordre en dimension infinie, une série de 3 articles. C'est des articles un peu qui sont, je veux dire, le public, je pense que troisième, je pense qu'il y a 2 personnes qui ont dû le lire, et le deuxième, il y en a peut-être 3, donc sur les équations du second ordre en dimension infinie.
c'est effectivement des choses qui sont délicates à manipuler. Je crois qu'à cause des MFG, et je vais expliquer un tout petit peu dans un instant pourquoi, on est obligé de se coltiner des équations en dimension infinie. J'avais l'intuition, j'avais quelques motivations qui venaient du filtrage non linéaire, etc. Mais j'avais l'intuition il y a très très longtemps que ça devait être quelque chose de très utile. Mais je dois dire qu'on n'avait jamais mis au point, à part un peu de contrôle optimal de DP, on n'avait pas des exemples ou des grandes déviations, on n'avait pas forcément des exemples totalement probants. Là, je crois qu'il n'y a plus le choix. Alors, pourquoi la dimension infinie est au cœur de mes préoccupations depuis quelque temps et sera donc au cœur d'une bonne partie du cours, mais pas aujourd'hui, rassurez-vous, c'est pour une raison très simple, et ça provient d'économie. C'est lorsque vous avez des situations qui sont à n joueurs et que vous avez a priori des aspects aléatoires, des incertitudes, du bruit dans le système, ça c'est très naturel et ça fait très longtemps que tout le monde se sert de modèles aléatoires dans des contextes économiques, financiers ou plus généralement de sciences sociales. Alors la question sur l'économie, c'est quel type de bruit? Alors, en physique et dans les MFG, lorsqu'on peut écrire des équations en dimension finie, en fait, on considère que chacune des particules a un peu d'agitation thermique et que les bruits d'une particule à l'autre sont fondamentalement indépendants. Ça, c'est la physique. En économie ou dans des modèles de type MFG, on peut effectivement aussi considérer la situation où chaque acteur a son propre bruit indépendant les uns des autres. Néanmoins, il est également tout à fait naturel de considérer que tous les agents sont soumis à un bruit commun. Et dès qu'on a un bruit commun, les équations de type MFG que l'on récupère seront en dimension infinie. Bon, alors ça, on le verra au point 2, on le reverra au point 2, on le comprendra un petit peu mieux, mais c'est la raison fondamentale. Alors aujourd'hui, donc je commence par le point 1, après cette présentation du programme du cours, et j'espère avoir le temps, dans les 18 heures, de traiter tous les points. Il y a vraiment beaucoup de matériel. Et je ne veux pas aller trop vite, parce que sinon, ça sera, dès qu'on manipulera ces aspects passages, ces systèmes gradients, on aura des... Et puis les techniques mathématiques qui seront utilisées du point de vue EDP sont un peu amusantes, un peu nouvelles, me semble-t-il. Alors, donc aujourd'hui, ça va être, aujourd'hui et un petit peu la semaine prochaine, ça va être probablement le cours le plus clairement dans le prolongement des cours des années précédentes. Alors, de quoi s'agit-il? Donc aujourd'hui, on va résoudre une question que j'avais d'ailleurs posée dans le cours l'an dernier, qui concerne l'unicité générale lorsque l'on prend, et dans un exemple, l'exemple suivant, du sur dt, je vais écrire les signes que je comprends, du sur dt moins Laplacien u, et de façon à vraiment bien comprendre de quoi il s'agit, je vais prendre gradient u et m. Je pourrais mettre ici des dépendances en x et des dépendances en temps compliquées, ce n'est pas le problème. C'est un exemple représentatif de la situation que l'on va aborder. Donc, une équation qui a m donné va être une équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman. La partie du second ordre est un simple Laplacien avec un u positif ou nul. On a ici une fonction qui est définie, un h qui est donné pour des p qui sont dans Rd et un t qui est dans R. T représente, attention, donc je vais mettre z ici. T, ce n'est pas le temps, ici c'est la variable m. Donc sous-entendu, chaque fois que je regarde u ici, ou Laplacien u, ou le gradient de u, ou m, il s'agit de l'évaluation de toutes ces fonctions au point xt. En d'autres termes, la dépendance dans l'équation de Bellman en les autres, c'est-à-dire en la densité, puisque m sera la densité des autres joueurs, est une dépendance locale. Écrire, comprendre ce qui se passe dans le cadre de dépendance non locale, c'est exactement la même chose.
c'est une extension facile. C'est d'une certaine manière le cas le plus difficile. Donc du sur dt moins nu Laplacien u plus h. H est une fonction qu'on va supposer régulière. De ces arguments, toutes les fonctions sont supposées régulières. Bien. On prescrit une condition initiale, par exemple une fonction de x. Cela pourrait être une fonction monotone de m. Ce n'est pas aussi bien. Et tout se passerait de la même manière. Je n'en dis pas plus. Il y a des généralisations faciles. Donc U là-dedans, ça représente, étant donné M, étant donné, en termes de modélisation, eh bien, étant donné la situation des autres joueurs, et M correspondra à la densité des autres joueurs, U, c'est ce que peut faire de mieux un joueur générique en termes de coût. Donc ça représente le meilleur choix possible codé dans cette équation. Il y a les meilleurs choix possibles pour chacun des joueurs, étant entendu que l'on connaît la dynamique de la population. Une fois qu'un joueur générique a choisi sa meilleure stratégie possible, eh bien, à ce moment-là, la dynamique s'en trouve influencée par une équation qui est une équation de type Fokker-Planck et que j'écris de manière rétrograde. C'est celle-là qui devrait être rétrograde et celle-là qui devrait avancer normalement dans le sens du temps. Mais bon, j'ai tellement l'habitude de regarder ces signes-là que je renverse le sens du temps. Donc là, ce que l'on suppose, c'est qu'on travaille sur un intervalle de temps, donc plutôt que de mettre U0, je vais mettre U bar et M bar. M bar de X. OK. Donc, on travaille sur un intervalle de temps donné par grand T. Grand T, c'est quelque chose qui est compris entre 0 et l'infini. Je pourrais d'ailleurs rajouter d'autres termes, j'en parlerai une autre fois en termes de taux d'actualisation, etc. Donc là-dedans, ce que vous avez, c'est ici ce terme qui va coupler, étant donné U, va nous dire comment la dynamique de M avance en temps, et en fait recule en temps, mais peu importe. Et cela se passe à travers comme un champ de force qui est donné par dH sur dP en gradient U et en M. Donc vous voyez à nouveau, vous le savez, un système complètement couplé dans lequel, étant donné M, je vais trouver un U qui est une fonction scalaire, et étant donné un U, je vais trouver un M. Et effectivement, il faut résoudre tous ces problèmes-là en même temps. On a une partie de conditions initiales, une partie de conditions finales, et le fait qu'on ait ces équations qui mélangent des aspects qui se propagent dans le temps en temps positif et qui se propagent en temps négatif, enfin de manière rétrograde, ça c'est une caractéristique des MFG, des jeux à champ moyen, et c'est une caractéristique qui est tout à fait naturelle. Je voudrais donner ou redonner cette interprétation. Mais a priori, ce dont on a l'habitude, c'est que lorsqu'on écrit une dynamique pour un système de particules, c'est d'avoir une équation de style Fokker-Planck, en physique, de style Fokker-Planck, des équations qui se propagent, qui vont expliquer la propagation de la densité d'une densité de particules. Donc ça, c'est tout à fait naturel et ça se propage dans le sens positif du temps. On connaît l'état du système physique initialement et on le regarde se propager dans le temps. Bien, modélisation standard. Là, maintenant, il ne s'agit plus de particules, il s'agit d'acteurs, de joueurs, et à chaque instant, ces acteurs ou ces joueurs peuvent choisir ce qu'ils font. Alors, qu'est-ce que ça veut dire choisir ? Choisir, c'est anticiper. Tous les choix que l'on fait sont faits en fonction de ce que l'on anticipe. Alors, on peut avoir on peut être très myope et presque pas anticiper, on peut anticiper beaucoup. Il y a plusieurs manières d'anticiper et ça, on y reviendra. Là, d'une certaine manière, je considère que tous les temps ultérieurs par rapport à l'instant de décision ont le même poids. C'est-à-dire que ce qui va se passer dans un jour ou dans une semaine, ça a le même poids.
Si on veut dire que ce qui est le plus important, c'est ce qui va se passer demain, ou ce qui est le plus important, c'est ce qui va se passer, disons, grosso modo, sur un temps caractéristique d'une année, cela se traduira par d'autres termes, ce qu'on appelle des taux d'actualisation. On en reparlera sur ces équations pour comprendre qu'est-ce que ça change du point de vue de l'unicité. Et donc, en fait, il y a un facteur supplémentaire sur lequel je n'avais pas trop insisté jusqu'à présent, mais je pense que la semaine prochaine, je vous en parlerai un peu plus, qui consiste à dire, oui, mais caché là derrière, il y a une sorte de temps caractéristique qui consiste à dire sur combien de temps je considère que l'avenir, sur quelle période de temps caractéristique je considère que l'avenir doit influer mes décisions. Là, c'est considéré que tous les temps ultérieurs ont le même poids, grosso modo. Si on veut que cela décroisse, ou d'ailleurs on pourrait imaginer sinon que ça croisse aussi, c'est-à-dire que l'avenir soit beaucoup plus important qu'aujourd'hui, eh bien, il va falloir il va falloir rajouter des termes dans ces équations, comme par exemple un terme qui serait avec un plus lambda u, et suivant le signe de lambda, le futur a plus ou moins d'importance. Et d'ailleurs, si lambda est immense, c'est-à-dire si le futur compte pratiquement pas, c'est une sorte de lambda, c'est un coefficient d'érosion de l'importance des instants ultérieurs. Eh bien, si cette érosion est infinie, ça veut dire que seul l'instant présent compte, et ce que l'on a, c'est quelque chose qui se réduit à un couplage. Ceci devient une décision instantanée, et on a des modèles typiques de type phénoménologique sur le comportement d'un grand nombre de joueurs. C'est typiquement, et il y a beaucoup de modèles de ce style-là, où on considère a priori que les joueurs se comportent que la population, que les oiseaux, les conducteurs automobiles, etc., etc., pour donner des exemples, les criminels, pour donner des exemples de modèles mathématiques qui sont utilisés et qui sont de cette nature-là. Effectivement, il n'y a pas ce couplage parce qu'il n'y a pas d'anticipation des agents. Et les agents, d'une certaine manière, se déterminent instantanément sans aucune anticipation. Bon, alors ça, cette longue parenthèse sur l'anticipation ou pas. Choisir, c'est quand même anticiper. Et c'est pour ça que, naturellement, dès qu'on a une population d'agents, on va avoir un mélange d'équations qui se propagent en temps positif et qui se propagent de manière rétrograde. C'est automatique. Et c'est effectivement ça qui complique un peu la situation du point de vue mathématique. Alors, donc, cette longue parenthèse étant faite, on revient à ce système d'équations. M, c'est une densité, donc fondamentalement, c'est quelque chose qui est positif ou nul, ce qui correspond à dire que les données sur M doivent être positives ou nulles et qu'ensuite, ça doit en découler. Donc, je veux dire que M est positif ou nul, mais fondamentalement, il s'agit de dire que M bar est positif ou nul. Entre parenthèses, ce n'est pas important. Aujourd'hui, je vais contenter de regarder des solutions régulières. De sorte que si on a des solutions régulières, la positivité en découle automatiquement. Alors, comme toujours, je ne veux pas me compliquer la vie, et donc je vais éviter de parler de conditions limites. Et comme toujours, le plus simple pour éviter des conditions limites, eh bien, donc, c'est de se placer dans une situation périodique. Cela pourrait être dans RD en réfléchissant un peu à ce qui se passe à l'infini. On pourrait avoir des conditions limites sur le bord d'un domaine, peu importe. Donc, on est dans un cube qui est, par exemple, le cube unité, mais ça n'a évidemment pas beaucoup d'importance. Assez naturellement, les m sont normalisés et l'intégrale de m est égale à 1, mais ce n'est pas fondamental. Ça ne jouera aucun rôle dans ce que je dirais aujourd'hui, puisqu'on a dans ces exemples de modèles supposé que la population était de taille constante. Il n'y a aucun terme là-dedans qui correspond à créer, il n'y a ni naissance ni mort là-dedans. Vous pourriez rajouter des termes. Naissance ou mort, ce n'est pas forcément la mort au sens biologique du terme, hein, c'est simplement de nouveaux entrants dans le jeu ou des gens qui en sortent. Hein.
Alors, ici, là encore, c'est un exemple, c'est une classe de modèle. Donc, si la taille de la population est constante, ce que vous obtenez aisément en intégrant cette équation par rapport à x, en intégrant par rapport à x le terme de la divergence, ceci disparaît, et d sur dt d'intégrale de m est égal à 0, et donc c'est supposé qu'on a normalisé la taille de la population à 1, c'est simplement dire que l'intégrale de m bar est égale à 1. Mais le 1 ne joue absolument aucun rôle, hein. Cela pourrait être 18, 125 000, ce serait pareil. Bon. Alors, la question que l'on se pose là-dedans, c'est fondamentalement la question de l'unicité. Alors, j'ai parlé un petit peu d'existence d'unicité dans des cas particuliers les années précédentes, et j'avais signalé le fait qu'on n'était pas très bien barré pour l'unicité pour un H général. Donc, face à un couplage quelconque entre un joueur et la population, c'est-à-dire un H quelconque, comme fonction de P et de M, comment peut-on, a priori, se dire, quelle est la question que je me pose, c'est quelle est la bonne classe de H pour laquelle on peut espérer que le problème soit mathématiquement bien posé. Et première question, c'est l'unicité de solution régulière. Alors, on va répondre entièrement à cette question aujourd'hui, mais je voulais vous faire deux observations de nature économique. Alors, premièrement, c'est que les matheux, c'est quand même rassurant quand on écrit des modèles de se poser la question de savoir quand est-ce que le problème est bien posé. Bon, existence, unicité, stabilité. Du point de vue économique, les situations où le problème n'est pas bien posé sont également très intéressantes. Des exemples d'équilibres multiples sont extrêmement intéressants. De non-existence d'équilibre sont aussi très intéressantes. Donc, je dirais que par rapport à l'accent où en physique, si un modèle est mal posé, on peut le jeter. Hélas, en économie, c'est aussi très intéressant les situations où les modèles sont mal posés, c'est-à-dire où il y a multiplicité d'équilibres, où il y a perte d'équilibre, comment la perte se produit lorsqu'on fait varier des paramètres, etc. Donc, bien entendu, en tant que mathématicien, comprendre l'unicité et se dire quel est le cadre dans lequel le problème sera bien posé, c'est utile, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Okay? Donc ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Deuxième remarque que je voulais faire, c'est que fondamentalement sur l'unicité, j'avais regardé deux cas particuliers les années précédentes. Quand on a une fonction de deux variables, il est très naturel de commencer par la situation où on prend la différence. On prend une non-linéarité à variables séparées pour bien comprendre ce qui se joue. Alors ça, on avait compris ce cas-là, j'en reparlerai, mais il fallait que ceci soit convexe et que f soit croissant. Donc ça, c'est un cas, et j'en redirai un mot, c'est un cas qui était compris. Et l'autre cas qui était compris, c'était de prendre une forme produit, et juste pour donner un exemple, c'est de prendre h de p sur fois f de z, dans quelques cas particuliers, et on va faire encore beaucoup plus simple. On va faire p module de p à la puissance m divisé par z à la puissance a. D'accord? Forme à variables séparées. Alors pourquoi diviser, j'aurais pu multiplier. C'est changer 1 en moins a, c'est simplement que a sera assez naturellement positif pour que le problème soit bien posé. Donc là, l'unicité, dans le premier cas, on avait vu qu'il fallait qu'il y ait ces conditions. Et dans un cas comme ceci, où m est a priori strictement plus grand que 1 pour simplifier, d'ailleurs, supérieur ou égal à 1 serait absolument valable, et a est un réel, eh bien, les bonnes conditions d'unicité là-dessus, ça je vous en avais parlé l'an dernier, et d'ailleurs je ne pense pas vous avoir fait la démonstration complète de l'unicité, je l'avais faite dans le cas m égale 2, et je vous avais signalé le bon exposant, après les contributions numériques de cet individu, Olivier Guéant qui est au second rang, là, qui m'avait donné quelques cas particuliers pour m égale 3 et m égale 4,
Ce qui m'avait donc incité à faire une démonstration monstrueuse. D'ailleurs, Olivier n'a jamais cru que je savais faire cette démonstration-là, mais dans lequel on voyait que le régime d'unicité, c'était A qui était compris entre 0 et 4m-1 sur m. Bon, alors quand on voit ça, on se dit, bon Dieu, si c'est 4 sur m' qui sort avec p puissance m sur za, on est quand même assez mal barré pour faire un h de gradient u et de m quelconque. Et je me souviens d'ailleurs, c'était en janvier dernier, on avait organisé une rencontre entre mathématiciens et économistes à l'université de Chicago avec quelques économistes notables du département d'économie de Chicago. Et je me souviens de l'exposé, et surtout des réactions de Bob Lucas, prix Nobel de l'économie, à la fin de mon exposé, hein, qui m'avait presque sauté dessus, mais gentiment, en me disant « Oui, c'est très important de comprendre cette interaction entre le h de gradient u et de m, parce que dans la théorie classique de l'économie, il n'y a pas ce m-là, et que la seule manière dont chacun des joueurs, grosso modo, prend conscience du reste de la communauté, c'est à travers les prix. Donc, tout le couplage se fait à travers les prix. Mais là où vous donnez la possibilité de effectivement rentrer l'influence, ça on sait, hein, des autres joueurs, des autres acteurs sur chacun d'entre eux. Et effectivement, on a quelques exemples où on comprend ce qui se passe mathématiquement, mais en général, on ne comprend pas. Et ça, visiblement, ça le chagrinait, et il aurait bien voulu savoir qu'est-ce qu'il fallait supposer. Alors, on va répondre à cette question aujourd'hui. Je vais vous raconter donc cette histoire. C'est quelle est la condition qu'il faut si on a un h de p et de z quelconque. Alors, ce sera une condition différentielle que l'on va comprendre progressivement. Alors, pour ce faire, donc, voilà ce qu'on va faire, on va commencer à faire aujourd'hui, et je pense avoir le temps d'au moins expliquer la condition d'unicité. Après, il y aura encore des choses à expliquer sur l'aspect. Ça sera une condition suffisante pour unicité, quid d'une condition nécessaire, pourquoi est-ce la bonne hypothèse? Et puis ensuite, il y aura une autre question qu'on comprendra qu'au bout du cours, lorsqu'on aura fait ce long parcours en dimension infinie, c'est pourquoi, diable, cette démonstration d'unicité. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est reprendre un argument que je vous avais déjà donné, qui est un argument qui donnait l'unicité. Personnellement, je vais toujours dire, ouais, c'est pas complètement déraisonnable de faire ça parce qu'il y a telle interprétation, mais ce n'était pas vraiment une explication sur la raison pour laquelle il fallait faire ça. Au bout du cours, on comprendra qu'il n'y avait pas le choix. C'était ça la bonne démonstration d'unicité. Alors, donc, un petit retour en arrière. La stratégie, donc le premier point que je voudrais, après cette longue introduction sur l'unicité, le deuxième point que je voudrais aborder, c'est la stratégie. Donc tout ça, c'était un premier point d'introduction à la question qu'on va aborder maintenant, qui est donc l'unicité dans le cas général, h de p et de m. Donc, introduction. Deuxième point, ce sera effectivement la stratégie de démonstration de l'unicité. Cette stratégie, quelle est-elle? Donc, on part d'une situation où on a deux solutions qui éventuellement partagent les conditions initiales et finales, mais en tout cas, deux solutions, ce n'est pas nécessaire, il n'est pas nécessaire qu'elles partagent les données. Bien. Et la stratégie de l'unicité, c'est d'écrire l'équation satisfaite par U1 moins U2, c'est-à-dire soustraire, ça c'est assez naturel pour l'unicité, hein. On prend l'équation pour l'une, l'équation pour l'autre, on fait la différence. Bon. L'équation pour U1 moins U2, de la multiplier par M1 moins M2, de prendre l'équation M1 satisfaite par M1 moins M2, de la multiplier par U1 moins U2, d'intégrer ceci par rapport à x et surtout de sommer. Bon, alors effectivement, quand je dis ça, cette stratégie, on se dit, mais pourquoi?
Alors, il y a des petites raisons, système hamiltonien, patati, patata, mais ce n'est pas très convaincant. Il va falloir attendre un petit peu. C'est une vraie démonstration qui correspond à la monotonie sur des fonctions en dimension infinie. Donc ça, il faudra le comprendre. Donc il y a caché derrière des arguments de monotonie en dimension infinie. Et c'est la projection en dimension finie de ces arguments généraux. Même si ce n'est pas du tout comme ça, hein, ce n'est pas par la dimension infinie que cette astuce est apparue. C'est en essayant de démontrer coûte que coûte l'unicité. Bon, alors donc, pour l'instant, sans très bien comprendre pourquoi, on prend ces stratégies et on essaie de l'implémenter. Alors donc, on regarde ce qui se passe. Si je fais cela, les termes en d sur dt, lorsque je multiplie U1t moins U2t, que je multiplie par M1 moins M2 plus M1t moins M2t, M1t ou U1t, c'est la dérivée de U1 ou de M1 par rapport à t, multiplié par U1 moins U2, ça me fait la dérivée complète de U1 moins U2 multiplié par M1 moins M2, j'intègre par rapport à x, et donc les deux premiers termes, lorsque je fais les opérations que je vous ai signalées, me donnent précisément cette quantité-là, cette dérivée totale. Le deuxième terme par rapport au Laplacien, on l'avait déjà vu, je vous le rappelle rapidement, ce terme-là disparaît. Donc d'habitude, on essaie de garder les Laplaciens lorsqu'on a des équations de type chaleur, parce que c'est en général eux qui nous sauvent et qui nous démontrent de l'unicité, des estimations d'énergie, etc. Là, on s'empresse de les jeter. Alors, pourquoi ils disparaissent? C'est à cause du côté auto-adjoint de l'opérateur, et de façon générale, si on avait un opérateur plus compliqué ici, l'opérateur qui serait naturel du point de vue des jeux à champ moyen, c'est l'opérateur adjoint. Donc de ce point de vue-là, ça c'est la propagation par Fokker-Planck induit l'opérateur adjoint. Donc ça s'éliminerait pareil. Alors effectivement, pourquoi? Bien, c'est parce que j'ai moins Laplacien U1 moins M2 multiplié par M1 moins M2. J'intègre ceci et je rajoute l'intégrale de nu Laplacien M1 moins M2 multiplié par U1 moins U2. Et vous voyez bien que le Laplacien, si vous le faites passer de ce côté-là, par une simple intégration par partie, eh bien vous récupérez plus, moins, ceci fait 0. Bien, donc le deuxième terme disparaît. Et donc ce que cela veut dire, c'est que cette stratégie nous fait apparaître une quantité qui est effectivement bonne, et à savoir d sur dt d'une certaine intégrale, que les Laplaciens disparaissent et ça nous laisse tout le bazar avec les h. Alors c'est quoi tout le bazar avec les h? Regardons-le tranquillement. Il va falloir que je l'écrive peut-être quelque part. Oui, je vais essayer de le garder en haut, ici. Donc, identité, j'allais dire fondamentale, c'est des vieux réflexes. Je n'ai jamais vu d'identité non fondamentale. Bon, alors donc, d sur dt, l'intégrale de U1 moins U2 fois M1 moins M2. Qu'obtient-on? Alors, ce que l'on obtient, c'est on a multiplié la deuxième équation par U1 moins U2 et on a intégré par partie, à cause du divergence. Si je l'intègre par partie, ça me fait un moins gradient. Si je le repose de l'autre côté, cela me fait donc l'intégrale de... Je vais essayer de simplifier un peu les notations. HP de gradient U1 M1 fois M1. Oui. Moins HP de gradient U2 M2 fois M2. Scalaire gradient U1 moins gradient U2. Ça, c'est ce que j'ai obtenu en multipliant la deuxième équation par U1 moins U2, en intégrant par partie et en le mettant dans le second membre. Un calcul immédiat, en tout cas qui ne présente pas de difficulté particulière. Il me reste maintenant l'autre terme qui est le terme de la première équation, qui correspond maintenant, si je fais passer sur le second membre, eh bien cela me fait moins h de gradient U1 M1
moins H, je vais mettre tout dans la même intégrale, moins H de gradient U1 M1 moins H de gradient U2 M2 fois M1 moins M2. Bien. Je peux maintenant tout effacer. On a obtenu l'identité qui est la seule identité avec laquelle je vais travailler aujourd'hui. Enfin, la seule. Une des rares avec laquelle je vais travailler aujourd'hui. Alors, la stratégie de l'unicité, je vous réexpliquerai dans un instant pourquoi elle marche dans les deux cas précédents qui sont toujours au tableau. Bien, la stratégie de l'unicité consiste à dire je veux que ce bazar-là soit positif ou nul, quelles que soient les valeurs que l'on peut mettre à l'intérieur du H. Donc, si algébriquement, les conditions sur H sont telles que chaque fois que j'injecte à l'intérieur des H et des HP, HP, c'est la dérivée de H par rapport à P. Chaque fois que j'injecte des vecteurs quelconques, des réels positifs quelconques là-dedans, je veux que tout ce bazar algébrique qui est dans la collade soit positif ou nul. Et l'intégrale est donc positive ou nulle. Si d'aventure j'ai un H qui me fait ça, alors là, je suis bien parti pour l'unicité. Pourquoi je suis bien parti pour l'unicité? Et bon, il faut que ce soit positif ou nul, et puis que ça s'annule essentiellement que si les trucs sont égaux. Donc il faut renforcer un tout petit peu le positif ou nul, et dire que le seul cas d'égalité, c'est que assez souvent, ça entraîne que M1 est égal à M2, gradient U1 est égal à gradient U2. Donc, je passe sur ces conditions de strict ou de pas strict, c'est évidemment du détail technique. Donc, si j'ai effectivement quelque chose qui a un bon signe, eh bien là, la démonstration de l'unicité a une chance de marcher. Pourquoi? Parce que j'ai donc un truc, un bazar, qui est cette expression intégrale de U1 moins U2, M1 moins M2. Bon, j'ai regardé ça, pourquoi pas, dont la dérivée en temps est positive, ça veut dire que c'est une fonction croissante. Si c'est une fonction croissante, ben, je regarde d'où elle part. Ben, elle part en temps t égale à 0, en temps t égale à 0, je sais que U1 et U2, si je veux démontrer l'unicité, partagent la condition initiale. Donc elle part de 0. Parce que U1 est égal à U2 en t égale à 0. Elle part de 0 et à l'instant grand t, bien, si je m'intéresse à l'unicité, les M1 et M2 partagent M bar. Donc M1 moins M2 est égal à 0 en grand t. Donc je vais de 0 à 0 et j'ai une fonction croissante. Ben, ça veut dire qu'elle est plate. Si elle est plate, ça veut dire que tout est nul et on est bien parti pour l'unicité. Donc la démonstration de l'unicité, en fait la seule démonstration, enfin une des seules démonstrations que l'on connaisse, en tout cas pour des non-linéarités locales, consiste à dire, ben voilà, si j'ai d'aventure un H qui algébriquement me fait ce bazar-là positif ou nul, bah ça y est, j'ai un résultat d'unicité, quitte à rajouter un peu du strictement positif lorsque les ingrédients sont distincts. Bien. Alors, est-ce que cette stratégie a une chance de marcher? La réponse est oui, parce qu'elle donne ces deux résultats-là. Mais je voudrais qu'on revienne rapidement sur cet aspect-là. Alors, donc, les exemples de stratégie, je suis toujours là dans un rappel. Donc, l'exemple 1, à variable séparée. Alors, à variable séparée, vous voyez que dans le HP, il n'y a plus de F. Et que la seule présence du F, du moins F de Z, elle est ici, c'est dans le moins H, il y a du F, M1 moins M2. Donc, dans l'exemple 1, ce que vous avez, c'est que vous avez un F de M1 moins M2 multiplié par M1 moins M2. Et il ne nous reste plus qu'à comprendre les contributions en H. Alors, les contributions en H, d'où viennent-elles? Alors, eh bien, on va regarder les termes en M1. Il y en a un certain nombre, mais les termes en M1, plus M1, vous voyez que moins par moins, ça me fait un H de gradient U2. Alors, gradient U2 et gradient U1, je vais les remplacer par P2 et P1.
puisque a priori, je veux que ce soit des vecteurs quelconques. Donc ça va être H de P2, j'ai un moins H de P1, c'est le terme qui est ici, parce qu'il a le signe moins devant, et j'ai ensuite un plus H', hein, vous voyez qu'il y a du M1, fois un facteur de P1 moins P2. Ce que je peux donc écrire, moins H' de P1, là, ça ne dépend que de cette variable, P2 moins P1, scalaire P2 moins P1. Plus M2. Par symétrie, ça sera H de P1, vérifions que c'est le bon signe. Hein, il y a moins ici, ça fait bien M2 fois H de P1, moins H de P2, moins H' de P2, scalaire P1 moins P2. Donc je vous rappelle que les M1 et les M2 sont positifs ou nuls, donc quel que soit M1, M2, positif ou nul, quel que soit P1, P2 dans RD, bien tout ça, ça va être positif ou nul si F est croissante et si H est convexe. C'est bien ce que je vous avais indiqué, parce que de quoi cela provient-il? Bien, si F est croissante, ça c'est la définition de la croissance, ce produit est positif ou nul, et si H est convexe, vous reconnaissez ici l'inégalité de convexité qui consiste à dire qu'une fonction est au-dessus de sa tangente et que vous multipliez par des termes positifs ou nuls. Bien, dans ce cas-là, effectivement, si f est croissante et que h est convexe, à ce moment-là, la stratégie d'unicité fonctionne et on a le bon goût d'avoir quelque chose de positif ou nul. Alors, dans le deuxième cas de figure, l'exemple 2, c'est une inégalité effroyable, hein, avec les P1, P2, les puissances A, les M, etc. Donc ça, je vous ferai, je vous ai jamais expliqué cette démonstration, je l'ai faite que dans le cas M égale à 2, et ce que je vais vous présenter aujourd'hui permet justement de s'en affranchir complètement. Donc dans l'exemple 2, on peut vérifier que le signe est OK si A est compris entre 0 et 4m-1 sur m. Donc c'est une inégalité algébrique horrible. Bon. Qu'est-ce que l'on déduit de ces deux exemples? C'est que cette stratégie fonctionne, il y a des fois où elle marche. Mais il est quand même difficile d'expliquer à qui que ce soit qu'on a une condition d'unicité en mettant l'hypothèse, et je vais réécrire les choses ici. Donc, HP de P1 M1 facteur M1 moins HP de P2 M2 facteur de multiplié par M2 scalaire P1 moins P2 moins H, donc j'ai écrit plus petit, mais ce n'est pas pour ça que c'est plus simple, hein. Moins H de P1 et 2 M1 moins H de P2 M2 scalaire M1 moins M2. Attention, si j'écrivais un peu proprement, ça ne serait pas plus mal. Alors ça c'est bon, ça c'est bon. Et donc se dire que, ok, mon théorème d'unicité, c'est de dire si cette inégalité est vraie, quel que soit P1, P2 et quel que soit M1, M2, positif ou nul, il y a unicité. C'est pas vendable, hein, ça comme hypothèse. Donc je l'encadre, même si c'est vrai. Ce n'est pas vendable parce que quand on regarde un cas comme celui-ci et que l'on veut tester cette inégalité, il faut faire une dizaine de pages de démonstration d'inégalité algébrique pour trouver une condition. Ce que l'on veut, c'est une condition simple sur H qui, dans un cas comme ça, nous donne en quelques lignes et que, effectivement, c'est le bon ensemble, c'est le bon intervalle de A. Bon. Alors, ça ressemble, bien entendu, ça ressemble à dire que H est décroissante par rapport à M, ça c'est ce qu'on a ici et c'est ce qu'on a là, A positif, et à dire que H est convexe par rapport à P, mais le deuxième exemple montre qu'il faut quelque chose en plus. Parce que décroissante par rapport à Z,
par rapport au M1 et M2, c'est dire que le A est positif ou nul. La convexité elle est plus ou moins cachée dans les H', P1 moins P2 et H, mais ça ne suffit pas. Comme on l'a vu, il y a cette condition que A ne doit pas être trop grand. Bon, eh bien écoutez, il m'a fallu un certain temps pour réaliser qu'en fait, il y avait une autre condition beaucoup plus simple. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est à quel point j'ai été bête, mais pas du tout à quel point j'ai été malin. J'aurais dû être plus courageux que ça et persister un peu plus, parce qu'il y a en plus de tous les éléments d'information nécessaires à la compréhension de ceci. Alors, il va y avoir une condition différentielle sur le H qui fonctionne. Et pour comprendre pourquoi, de temps en temps, des bonnes inégalités se réduisent à des conditions différentielles, il y a deux exemples qui sont justement la convexité. La convexité, c'est une inégalité, hein, c'est de dire h de P1 plus P2 sur 2 est inférieur à 1,5 de h de P1 plus h de P2. En même temps, vous avez une condition différentielle qui est h seconde positif ou nul, ou qui est h' de P1 plus grand que h de P2 plus h' de... Donc vous voyez, j'aurais dû leur dire ça. La convexité, c'est de dire que h de P2 est supérieur à h de P1 plus h' de P1 scalaire P2 moins P1. Et puis on sait que ça c'est équivalent, en tout cas si h est régulier, à dire que h seconde est positif ou nul. Bon, en tant que matrice, pensez des fonctions en dimension 1. De manière également, ce que l'on sait bien, c'est que si vous avez une fonction f de z qui est croissante, qui consiste à dire que f de z2 moins f de z1 multiplié par z2 moins z1 est positif ou nul, ceci est équivalent à f' positif ou nul. Donc on peut résumer toutes ces inégalités avec une simple information différentielle. Bien, ce que l'on va voir, c'est que cet énorme bazar que j'ai encadré là-bas est équivalent à une inégalité différentielle. Donc il y a quelque chose qui généralise un peu, c'est intermédiaire entre convexité et monotonie pour des fonctions d'un plus grand nombre de variables. Alors ce genre de condition est d'ailleurs pas totalement inintéressant, vous verrez que ça a pas mal de structures, de cônes, de choses comme ça. Donc il est possible que ça serve à autre chose qu'au MFJ. Bon, alors on va comprendre ça. Et alors d'abord, pourquoi on peut se douter qu'il y a une information différentielle? C'est qu'il y a une autre stratégie, c'était en fait ma première stratégie de démonstration il y a fort longtemps pour des MFG stationnaires, qui va nous faire penser qu'il y a peut-être une chance. Donc une autre stratégie d'unicité. Je pourrais vous balancer l'inégalité différentielle, mais je préfère vous expliquer, de vous raconter cette histoire, parce que ça permet de comprendre d'où elle sort. Alors, une autre stratégie de l'unicité, c'est un argument relativement simple. Je vous l'avais mentionné il y a quelques années, mais certainement je suis le seul à m'en rappeler vaguement. Et en fait, je vous avais d'ailleurs signalé, peut-être ça vous évoquera quelques souvenirs, que cette stratégie remonte pour des problèmes non linéaires aux œuvres de Cacciopoli, le grand mathématicien napolitain, qui a été un des premiers à faire de l'analyse globale, à la moitié avant la Seconde Guerre mondiale. Et faisait la remarque suivante, c'est que bien, on peut se servir du fait qu'on ait de l'unicité locale pour démontrer de l'unicité globale par des méthodes de continuation. Alors, fondamentalement, l'idée c'est, supposons que vous avez un problème à résoudre que je vais appeler P. Ce problème P, il admet éventuellement deux solutions, x1 et x2. Supposez que vous sachiez que ce problème P, qui est une sorte d'équation, hein, c'est P de x égale à 0. Supposons que P' soit un difféomorphisme. Donc P'
au point x, en chacun des xi, soit inversible. Opération linéaire inversible. On va dire inversible, ouais. Bijectif. Mais en dimension infinie, donc c'est vraiment, bon, bref, un difféomorphe. Bien, alors voilà une stratégie de démontrer l'unicité, c'est on va plonger ça dans une famille à un paramètre de problème, un paramètre ou plus d'ailleurs, hein, avec en lambda égale à 1, P de 1 et de x, ben c'est P de x, quel que soit x. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que vous voulez qu'en lambda égale à 0, ça soit un problème simple, dans lequel vous connaissez l'unicité. Et vous voulez que cette hypothèse, hein, c'était une hypothèse de travail, c'est-à-dire que chaque fois que je regarde une solution, ça ne veut pas dire que P' est en chaque point un difféomorphisme. Ça veut dire que vous devez savoir que chaque fois que vous regardez un 0, la linéarisée est inversible. Hein, ça veut dire que cette solution, d'une certaine manière, elle est isolée. Au voisinage, il n'y a pas d'autre solution. Alors, si la troisième condition, c'est que vous arrivez à garder cette propriété, quel que soit lambda, c'est-à-dire que P de lambda et de x égale à 0 entraîne que dP sur dx est inversible dans ce point-là. Donc, vous le savez pour lambda égale à 1, et donc c'est vraiment le supposé pour lambda compris entre 0 et 1, c'est-à-dire que d'une certaine manière, caché derrière cette propriété, il y a une condition de structure, et vous faites une homotopie entre un problème que vous comprenez bien et un problème le problème que vous voulez résoudre, en gardant cette même propriété de structure. Alors, si vous avez ces trois propriétés, ça entraîne l'unicité. Pour lambda égale à 1. Bon, il y a quelques petites hypothèses de plus. Il faut des bornes a priori sur les solutions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire qu'on a fait une homotopie entre problème simple et le problème qu'on veut résoudre, qu'on suppose que chaque fois, on n'a que des solutions, que des zéros isolés, et enfin qu'on a des bornes sur les solutions. Alors, pourquoi ça entraîne l'unicité? Eh bien, on va faire un dessin. Donc là, on va prendre lambda égale à 1. Hein, donc là, je vais mettre lambda, je vais mettre 0. Lambda égale à 1, je pars éventuellement, j'ai deux solutions. Regardons mes hypothèses. Mes hypothèses me disent que le problème linéarisé est bien fichu. Ça veut donc dire, par le théorème des fonctions implicites, que j'ai une courbe de solution qui est définie de manière unique autour de ce point-là. Et cette courbe, ben, je la prolonge, je la prolonge, je la prolonge. Donc il faut regarder le plus petit lambda pour lequel... Et elle ne peut pas exploser parce que j'ai des bornes. Donc je garde ces solutions. Et en lambda égale à 0, ben, ces deux courbes elles sont obligées de se rejoindre. Donc qu'est-ce que cela veut dire? C'est que j'ai une courbe unique, donc je ne parle que d'une, mais c'est une courbe unique par le théorème des fonctions implicites qui me ramène en lambda égale à 0. Et localement, cette courbe, chacun des points est localement isolé, il n'y a pas d'autre solution. Bien donc, vous voyez qu'on ne peut pas avoir une deuxième solution parce que sinon, on aurait à nouveau une courbe allant de ce point-là à ce point-là. Et ici, l'hypothèse, et d'ailleurs, j'aurais dû mettre lambda égale à 0 compris ici, mais ici, j'ai qu'une seule courbe par le théorème des fonctions implicites, j'en ai pas deux. Donc, si j'en ai qu'une ici, en fait, j'en ai qu'une partout et les deux points sont égaux. C'est ça le dessin. Donc c'est le théorème des fonctions implicites qui vous dit ça. Alors c'est un argument que j'ai toujours trouvé très, très, très joli. Hein, ça date des années 20, peut-être même avant, je ne sais plus, de Renato Cacciopoli. Qui est vraiment une conséquence du théorème des fonctions implicites.
Alors, ben on va comprendre ça, on va essayer de se servir de cela. En regardant le problème linéarisé, et en se disant si le problème linéarisé est bien fichu, ben j'ai donc une chance d'avoir l'unicité. Mais le problème linéarisé, ben il ne va pas faire apparaître des P1, P2, M1 et M2. Il va faire apparaître un U et un M. Et il sera différentiel. Donc on devrait avoir une condition différentielle.